Jean-Marie Le Pen renonce à se présenter aux élections régionales en PACA. Il laisse la place à sa petite-fille Marion Maréchal Le Pen, mais affirme qu'il reste présent au combat pour son parti. Moscou va reprendre ses ventes de missiles S-300 à l'Iran, vente gelée en 2010 lors de l'embargo sur le nucléaire iranien. Israël s'inquiète ce soir de ce premier relâchement des sanctions internationales. La disparition de Günter Grass, prix Nobel de littérature âgé de 87 ans, l'écrivain allemand auteur du Tambour, avait aussi été au centre de plusieurs polémiques. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir à tous. Jean-Marie Le Pen a donc pris les devants. Il a renoncé à sa candidature pour les régionales en région PACA, laissant la place à sa petite-fille Marion Maréchal Le Pen. Il espère ainsi éviter une crise ouverte avec sa fille Marine au sein du Front National, mais ne renonce pas au combat politique. Léa Berdugo. Un renoncement qui fait figure d'adoubement. Selon Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal est la personne idéale pour conduire la liste FN dans la région PACA pour les prochaines régionales. L'intéressée a réagi quelques heures plus tard en officialisant sa candidature. Elle y va, a déclaré l'un de ses proches. Mais les complications ne font que commencer. L'eurodéputé et proche de Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch, s'est lui aussi déclaré candidat lundi matin. Malgré son soutien inconditionnel à sa petite fille, le président d'honneur du FN a affirmé qu'il verrait bien Marion Maréchal conduire la liste et son ex numéro 2 diriger la région. Des propos qui font mouche. Un membre de l'entourage de la jeune députée l'assure, si elle est candidate, c'est pour présider la région et non pour ensuite se retirer. Le bureau politique du parti tranchera ce vendredi. Une lutte de pouvoir qui occulte la brouille familiale faisant rage depuis plusieurs jours au sein du clan Le Pen. La présidente du Front National s'était officiellement opposée à l'investiture de son père après le scandale de son interview dans l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol. Il y a appelé à la défense du monde blanc et déclaré qu'il ne considérait pas le maréchal Pétain comme un traître. Quelques jours plus tôt, il réaffirmait ses propos sur le fait que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais pour certains, l'indignation de Marine Le Pen n'est qu'une manipulation politique. Vu les positions de son père et qu'elle veut se démarquer de son père, là, effectivement, elle montre son opposition clairement à son père. Et puis bon, ça lui permettra, c'est son rôle, de gagner des voix. Reste à savoir comment sera interprété le retrait de la candidature de Jean-Marie Le Pen. Mais lui l'assure, il n'a pas terminé son combat. Alors Léa Berdugo, bonsoir. On va d'abord essayer d'expliquer le pourquoi de cette décision de Jean-Marie Le Pen. Oui, on l'a vu, Jean-Marie Le Pen a cédé face à la pression. Il s'est retiré non sans éclat. Donc il a annoncé son retrait dans une interview au Figaro Magazine et il a accompagné cette annonce de toute une série de petites phrases qui permettent d'y voir plus clair sur cette décision. Car ce n'est pas la première fois qu'il est critiqué publiquement par sa fille sur ses propos qui entachent un processus de dédiabolisation, comme on l'appelle, qui a été mis en place par Marine Le Pen il y a plusieurs années déjà. Donc il est normal que des propos relativisant la portée des chambres à gaz ou quand il fait l'apologie, par exemple, d'un monde exclusivement blanc, on l'a entendu dans le sujet, bien, il est normal pour Marine Le Pen que ces propos fassent mauvais genre quand on entame un tel processus. Alors, si l'on comprend la position de Marine Le Pen aujourd'hui, on a du mal à comprendre celle de Jean-Marie Le Pen qui a l'habitude de la provocation, qui use et en reuse. Alors, il s'explique dans cette interview, il dit qu'il était le meilleur candidat pour les élections régionales. Pourquoi ? Parce qu'il avait plus de 30% aux élections européennes et qu'il était président du groupe au Conseil régional, mais il dit qu'il est désormais prêt à sacrifier cela pour l'avenir du parti. Alors, malgré ce revirement, il y a toujours des tensions entre père et fille. Oui, elles ne sont pas absentes du tout et elles sont bel et bien là.
Alors même si beaucoup considèrent que c'est une stratégie, eh bien Jean-Marie Le Pen poursuit les critiques envers sa fille. Il dit que c'est la première fois qu'il voit que l'on peut envisager une sanction pour un député à cause des propos qu'il a tenus dans une interview. Il invoque donc sa chère liberté d'expression qu'il défend depuis je ne sais combien d'années. Alors au sein du Front National, ils sont nombreux à souhaiter un retrait de Jean-Marie Le Pen du parti, mais lui ne l'entend pas du tout de cette oreille. Je ne vois dans l'actualité aucune raison de cesser mon action au service de mon pays, déclare-t-il. Et dans un communiqué qu'il a publié aujourd'hui, il va même plus loin avec un discours extrêmement volontariste. Tant que Dieu me prêtera vie, je resterai à ma place au poste de combat. Merci Léa Berdugo. Deux invités pour en parler en duplex depuis Paris. Je salue tout d'abord Jean-Yves Camus, politologue spécialiste de l'extrême droite. Bonsoir Jean-Yves Camus. Et puis au téléphone en ligne avec nous, Gilbert Collard qui est député donc apparenté FN du Rassemblement Bleu Marine, député du Gard. Bonsoir Gilbert Collard. Votre réaction, parce que vous attendiez vous peut-être plus qu'un simple désistement à cette candidature de la part de Jean-Marie Le Pen? Je suis agréablement surpris qu'il ait entendu l'appel à la sagesse que Marine Le Pen lui a lancé à TF1. Je pensais que la partie serait plus rude. Non, mais bon, il a entendu la voix de la sagesse et on ne peut évidemment que s'en féliciter. Mais est-ce que ça suffit vraiment à oublier tout ce qui s'est passé, et notamment ces propos? Est-ce que vous ne demandez pas ce soir, Gilbert Collard, finalement, qu'on aille plus loin, c'est-à-dire jusqu'à l'éviction du Front National de Jean-Marie Le Pen? Mais la procédure disciplinaire continue. Ce n'est pas parce qu'il a annoncé qu'il retirait sa candidature que la commission de discipline ne se réunira pas. Maintenant, ne demandez pas, vous qui êtes profondément démocrate comme moi, à un juge de dire la sentence avant l'audience. Ouais. Mais ce soir, Gilbert Collard, il y a quand même beaucoup de confusion autour de ce désistement, parce qu'à la fois il se prononce pour sa petite fille Marion Maréchal Le Pen, mais en même temps il veut que Bruno Gollnisch dirige la région en cas de victoire. Ça veut dire quoi? Qu'il y a toujours une influence pour Jean-Marie Le Pen au sein de ce mouvement qui est plus grande peut-être que celle d'un président d'honneur? Non, je crois que Jean-Marie Le Pen se méprend sur la durée d'influence d'un homme politique. Il a joué son rôle, il a occupé la scène, il a eu un public, et puis maintenant la salle est vide et il croit qu'elle est encore pleine. Le problème est là, mais vous me direz, ça peut être vrai pour beaucoup de gens, des écrivains, des journalistes, des avocats, des hommes politiques, croire que la salle est encore pleine alors qu'elle est vide. Et l'attrait qu'il a pu attirer, je me suis posé souvent la question, elle était beaucoup plus souvent due à l'aspect provocateur de sa personne qu'au fond de ses propos. Ce qui n'enlève rien au caractère critiquable du fond, bien évidemment. Mais il y avait... Oui. Restez avec nous encore évidemment quelques instants, Gilbert Collard. Je voudrais qu'on écoute l'avis de Jean-Yves Camus, qui est donc en direct depuis Paris avec nous. Jean-Yves Camus, comment vous interprétez-vous ce qu'a fait Jean-Marie Le Pen? Est-ce qu'il y a, selon vous, une stratégie de calcul derrière tout ça, et quelle est-elle? Non, mais vous savez, il y a évidemment beaucoup de commentateurs qui expliquent que derrière tout cela, il y a une stratégie de calcul, aussi bien du côté de Jean-Marie Le Pen que du côté de sa fille. Ça, c'est la vieille idée selon laquelle, à chaque fois qu'un parti nationaliste de droite parle, il utilise le double discours, et qu'au fond, il n'évolue jamais. Il fait semblant d'eux, mais il n'évolue jamais. Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen sont de deux générations différentes. Parle à des publics de générations différentes. On ne conquiert pas des électeurs de 2015 en parlant de ce qui s'est passé il y a 70 ans. Je crois que Jean-Marie Le Pen est fidèle à ses convictions là-dessus. Il n'a jamais varié d'un iota depuis 1987 sur la question du point de détail. Marine Le Pen est elle aussi fidèle à ses convictions, qui ne sont pas les mêmes sur cette période-là de l'histoire. Chacun est dans son rôle, il n'y a pas de spectacle. Tout ça n'est pas monté de toutes pièces, il y a réellement deux personnes qui s'opposent sur le fond. Gilbert Collard, est-ce qu'à votre avis, Marine Le Pen sort affaiblie de cette crise familiale et au sein du parti?
non, on ne sort jamais affaibli lorsque on affirme courageusement et douloureusement, parce que bon, chacun d'entre nous a son père ou a eu son père, et s'opposer à lui, même quand on a de bonnes raisons de le faire, c'est jamais facile. Hein. Non, elle a prouvé que sur les principes, sur ses idées, elle ne transige pas, même avec son père. Je crois que c'est le comportement d'une femme d'État. Et je peux vous dire, sans rien trahir, hein, que c'est douloureux, parce que son père, elle l'aime, même si elle n'aime pas ce qu'il dit. Et elle a dû adopter une attitude courageuse, ferme. Et je vous dis, le fait qu'il renonce à se présenter en PACA n'arrête pas la procédure disciplinaire qui continue. Jean-Yves Camus, votre avis là-dessus? Est-ce que Marine Le Pen va subir un effet de cette crise ou pas? Écoutez, en tout cas, pas d'effet négatif à mon sens, puisque comme le disait Gilbert Collard, elle a effectivement adopté une position de fermeté qui se concrétise aujourd'hui par la décision de Jean-Marie Le Pen que l'on sait, qui effectivement n'épuise pas la procédure disciplinaire. Donc ça n'entache pas sa crédibilité. Ce qui aurait été terrible pour elle, ça aurait été finalement qu'après avoir prononcé des mots forts et promis une action, il ne se passe rien et que le statu quo perdure. Là, chacun en sort finalement dignement. Marine Le Pen a fait prévaloir son point de vue. Jean-Marie Le Pen n'en sort pas humilié. Il n'y a pas d'exclusion, du moins pas à ce stade, et je pense qu'il n'y en aura pas. Il garde son mandat de parlementaire européen. Son mandat de conseiller régional de la région PACA court évidemment jusqu'à l'élection suivante. Et naturellement, il continuera à s'exprimer, parce que je crois que Jean-Marie Le Pen est quelqu'un qui est habité par la politique, dont c'est la vie et c'est la passion. Et il ne cessera de s'exprimer que lorsqu'il n'aura plus de souffle pour le faire. Gilbert Collard, ça veut dire quoi? Alors que si jamais il reste au Front National, il continuera encore de chercher à nuire peut-être à Marine Le Pen jusqu'au présidentiel? Écoutez, je crois que vraiment tout le monde a compris que si Marine a sauté sur les genoux de son père, elle n'a pas sauté sur Dien Bien Phu. Bon, ce sont deux mondes différents, deux époques différentes. Moi, j'ai été époustouflé par les propos que Roland Dumas, dont le père a été assassiné par la Gestapo sous ses yeux, a pu tenir sur l'influence juive qui pèserait sur Manuel Valls. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui leur prend à tous ces vieux chevaux de retour de la politique à faire ressurgir un passé qui finalement nous dégoûte, quoi. Bon, je sais pas, peut-être que Jean-Marie Le Pen continuera, comme Dumas a commencé à le faire, à dire des conneries, parce que c'est finalement sa vérité, que je conteste depuis longtemps, mais c'est sa vérité, c'est son fond sonore, c'est son fond sonore, mais de toute manière, chaque fois, la distance sera prise, et puis s'il va trop loin, on le mettra à l'écart, et il le sait. Bon, l'attitude de Marine a été assez ferme pour qu'il comprenne que plus personne ne supporte, quoi. Voilà, quelle que soit l'affection qu'elle peut avoir pour lui, et quelle que soit l'admiration qu'on peut avoir pour le tribun aussi, pour l'homme du verbe, parce que c'est quand même un géant verbal dans notre génération d'hommes politiques, où les choses aujourd'hui se chuchotent un peu, donc c'est une autre époque, voilà, heureusement, qui petit à petit s'éteint. Merci Gilbert Collard. Je rappelle donc que vous êtes député Rassemblement Bleu Marine, apparenté à FN. Merci d'avoir été en direct avec nous. Une dernière question pour vous, Jean-Yves Camus, depuis Paris, concernant justement l'avenir de Jean-Marie Le Pen, l'avenir politique. Est-ce que vous pensez qu'il a encore un avenir politique aujourd'hui, ou est-ce que Marine Le Pen a pris maintenant nettement le dessus et peut finalement s'affranchir du père? Vous savez, l'avenir du Front National, c'est incontestablement Marine Le Pen. Il n'y a pas photo là-dessus. S'il y a bien un parti sur la scène politique française dont le candidat est déjà connu pour la présidentielle de 2017, c'est le Front National. Pour le reste, mon seul désaccord avec ce que vient de dire Gilbert Collard, c'est sur la cote de Jean-Marie Le Pen auprès d'une partie de la base, non pas sur sa personne, mais sur ce qu'il dit.
Il n'y a évidemment pas de moyen de mesurer quelle est la proportion de militants, de sympathisants qui partagent les propos de Jean-Marie Le Pen. Ça n'est pas la majorité, ça je crois que c'est indiscutable, mais incontestablement, sa musique à lui a également ses adeptes qui considèrent que, somme toute, sur la Seconde Guerre mondiale, la question de l'extermination des Juifs n'est pas véritablement un point central. Vous savez, ce sont des choses, par ailleurs, que dans la France de l'immédiate après-guerre, on disait déjà, il n'y a rien de très neuf sur cette question. La France n'a pas été unanimement résistante et lorsqu'elle a été libérée, eh bien, elle n'a pas considéré que le génocide des Juifs était un élément central de ce qui venait de se passer. Elle a vécu tout cela finalement de manière extrêmement lointaine. Il a fallu plusieurs décennies pour que le travail de mémoire se fasse. Donc il y a toujours finalement ce fond d'électorat qui approuve ces idées et qui reste présent au Front National. Il y a en tout cas une génération qui cède la place à l'autre. Et incontestablement, la génération qui arrive aux affaires au Front National et qui est venue aux affaires en janvier 2011 avec Marine Le Pen, fait de la politique pour l'avenir. Elle ne veut pas faire de la politique de témoignage. Elle sait très bien que tout ce que Jean-Marie Le Pen a pu dire sur cette question a été, pendant les années 80, 90, 2000, la pierre d'achoppement qui a durablement tenu le Front National à l'écart de toute forme de participation au pouvoir. Et je pense que cette génération n'a pas envie de continuer comme ça. Et par ailleurs, il faut aussi donner acte à nombre de ces nouveaux dirigeants, à commencer par Marine Le Pen, qu'ils ne partagent pas les lubies que Jean-Marie Le Pen peut exprimer depuis des décennies. Vous savez, nouvelle génération, autre vision de l'histoire, beaucoup moins de focalisation sur des événements que Marine Le Pen n'a pas vécu. Elle est née en 1968, tout cela finalement est assez loin pour elle. C'est tout simplement une manière passéiste, une manière contemporaine de voir la politique. Merci beaucoup pour cet éclairage, Jean-Yves Camus. Je rappelle donc que vous êtes politologue, spécialiste de l'extrême droite. Vous étiez en direct de notre studio à Paris. Merci à vous. Deuxième grand titre donc ce soir dans l'actualité, la Russie qui décide aujourd'hui de lever l'interdiction de vente de missiles S-300 à l'Iran. Cette mesure découlait de l'embargo décidé par la communauté internationale sur le nucléaire iranien. C'était en 2010. Et il semble bien que ce soit l'une des conséquences directes de l'accord qui vient d'être trouvé à Lausanne. C'est évidemment jugé très prématuré ce soir par les Israéliens qui craignent de voir ces missiles être utilisés contre eux. On va en reparler dans un instant. Mais tout d'abord, cette nouvelle arme antimissile qui vient justement d'être mise au point par Israël. Il s'agit d'une sorte de drone kamikaze. Maxime Pérez. Bienvenue dans les hangars de l'industrie aéronautique israélienne. C'est ici que la société IAI a installé la ligne de production du Harop. Plus qu'un drone d'attaque, un drone kamikaze. Sa mission, rôder au-dessus d'une zone de combat ou d'opération pour mieux repérer des cibles et les neutraliser. Notre système permet d'activer cet appareil depuis un lanceur. Nous l'utilisons comme un appareil qui permet de collecter des renseignements au sol et, si besoin, de le projeter sur des cibles. Israël s'intéresse à la génération des drones kamikazes depuis la fin des années 80. Des années de recherche et de développement ont permis aux ingénieurs d'IAI de concevoir une arme polyvalente et moins coûteuse que l'utilisation combinée d'un drone d'observation et d'un chasseur ou d'un hélicoptère de l'armée de l'air pour détruire une cible. Nous offrons à nos clients une solution abordable financièrement qui permet de recueillir des informations à travers une tête chercheuse électro-optique et qui est aussi une arme de précision à part entière. 3 pays ont déjà acquis plusieurs exemplaires du drone Harop. L'Inde, la Turquie et même l'Allemagne qui l'aurait déjà employé en Afghanistan. Quant à l'armée de l'air israélienne, elle souhaite utiliser ses drones de combat pour contrer le redoutable système antimissile S-300 de fabrication russe, convoité par l'Iran pour protéger ses centrales nucléaires. Précisément, le Harop est un avion de longue portée, capable de voler à près de 1000 km de sa base. Le Patriot et tous les systèmes antiaériens appartiennent à une autre catégorie de munitions. Le système Harop est conçu pour neutraliser des cibles terrestres et à ce titre, les lanceurs de roquettes sont tout à fait à sa portée. Avec une dimension de 2 mètres de long sur 3 mètres d'envergure, le drone Harop a fière allure.
et pourrait être amené à jouer les premiers rôles dans un futur conflit avec le Hezbollah libanais et son arsenal de lance-missiles. Alors en ligne avec nous, Jacques Neria, expert pour les questions de sécurité militaire du Moyen-Orient. Bonsoir Jacques. Oui, bonsoir Jean-Charles. Alors on parle avec vous évidemment de cette décision surprenante de Moscou d'autoriser donc la vente de nouveau de ces missiles S-300 à l'Iran. Pour vous, il y a un lien direct avec le récent accord trouvé sur le nucléaire iranien ? Écoutez, c'est tout à fait cela. C'est le premier signe de la déroute de la politique américaine concernant l'Iran. Ce qui va se passer très simplement, c'est que chacun des participants, des grandes puissances, va essayer de devancer l'autre dans les grandes affaires avec l'Iran. La Russie ici a fait un premier pas qui est un pas décisif en faisant comprendre, je dirais, à ses partenaires ou à ses collègues de Lausanne que l'Iran, c'était finalement une chasse gardée. Donc, c'est de ce point de vue-là, la Russie a scoré un point face, aux États-Unis et leur a fait signifier que ce n'est uniquement pas l'Ukraine qui est en question, mais c'est aussi, je dirais, l'hégémonie russe dans la région qui est adjacente aux frontières russes. Alors tout cela montre évidemment que l'Iran va chercher à se réarmer très rapidement, puisque c'est des ventes de missiles qui étaient suspendues depuis 2010. Israël a raison de s'inquiéter ce soir ? Écoutez, Israël, en premier lieu, il faut se rappeler que c'est un système défensif, donc ce n'est pas un système offensif. Naturellement, c'est un système qui pourrait limiter la libre action ou les manœuvres de l'armée de l'air américaine ou même éventuellement Israël. Mais tout cela, je dirais, c'est dans un but défensif. De notre côté, naturellement, il faut parer à cette menace. Et il faut se préparer. Donc, à mon avis, les Israéliens, c'est-à-dire nous, on va se pencher sur la planche, on va commencer à penser et voir comment on pourrait contourner ce nouvel obstacle. Merci Jacques Neria. Donc, je rappelle que vous êtes expert pour les questions de sécurité militaire sur le Moyen-Orient. Aux États-Unis, après avoir lancé sa candidature dans la course à la Maison-Blanche sur Twitter hier, Hillary Clinton a réservé une autre surprise aux Américains. Elle s'est lancée sur les routes des États-Unis avec son équipe de campagne pour rejoindre l'État de l'Iowa. Julia Ganancia. Désormais officiellement candidate, la voici déjà sur les routes. Hillary Clinton est partie ce lundi en campagne à bord de son van, direction l'Iowa. Bien décidée à gagner le cœur des Américains et devenir la première femme à entrer à la Maison-Blanche, la candidate démocrate a tweeté une photo d'elle au milieu d'une famille de Pennsylvanie croisée à une station-service. C'est dans une vidéo sur les réseaux sociaux que l'ex-sénatrice a officialisé dimanche sa seconde candidature aux primaires démocrates après sa défaite de 2008 contre Barack Obama. Loin de définir un programme ou même une vision, sa vidéo est entièrement consacrée à la politique économique et sociale, sans un mot sur l'étranger, et se concentre sur les espoirs de la classe moyenne. Je prends la route pour obtenir vos voix parce que c'est maintenant à vous de choisir et j'espère que vous allez me rejoindre dans cette aventure. Ce clip et ce road trip ont un but, laisser derrière elle son image jet-set d'ancienne première dame, sénatrice et secrétaire d'État, mais aussi signifier qu'elle entend mériter son investiture et ne rien considérer comme acquis. Mais dans le camp républicain, certains n'ont pas tardé à dénoncer le retour en politique de la plus connue des Américaines, à commencer par Jeb Bush, 62 ans, qui pourrait devenir son principal rival, et le sénateur du Texas, Ted Cruz. Nous devons faire mieux que la politique étrangère d'Obama et Clinton, qui a endommagé les relations avec nos alliés et renforcé nos ennemis. Nous sommes prêts face à Hillary. Nous savons exactement à quoi nous attendre. Hillary Clinton représente l'échec des politiques du passé. Après sa défaite face à Barack Obama en 2008 lors de la primaire, Hillary Clinton apparaît aujourd'hui comme archi-favorite chez les démocrates, avec environ 60% des intentions de vote. Elle a maintenant un seul objectif, devenir la première femme présidente des États-Unis le 8 novembre 2016. Alors, il faut compter ce soir avec une nouvelle candidature à la primaire républicaine. Il s'agit du sénateur Marco Rubio qui s'est déclaré donc ce soir. On va évoquer donc cette campagne qui s'accélère. Rudy Saada, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Spécialiste des réseaux sociaux sur i24 News. Alors, tout d'abord, Hillary Clinton, les 24 premières heures de sa campagne sur Twitter. Oui, c'est le mastodonte communicant est clairement en route. Alors, dès l'annonce de la candidature attendue sur Twitter, c'est un véritable arsenal
l'hôpital qui s'est mis en route, en action. À titre de comparaison, on va justement regarder la page Twitter de l'ancienne secrétaire d'État américaine que je vous présentais hier soir et celle qu'on a pu voir apparaître dans la soirée. Le noir et blanc a fait place à la couleur. On a du bleu, du rouge, du blanc, les couleurs de l'Amérique, un visage radieux et un logo. Hillary est clairement en campagne. Et la première carte de communication qui est jouée est bel et bien celle de la proximité. On annonce que, par exemple, sur ce compte, que les tweets signés d'un H seront directement écrits des mains d'Hillary Clinton, alors que les autres seront envoyés par son équipe de campagne. Donc proximité et transparente. Et puis proximité encore, cette idée du road trip, c'est-à-dire d'un voyage à travers les États-Unis. Et le premier tweet, peu après l'annonce de cette candidature, c'est cette photo qu'on va voir de l'ex-première dame qui pose avec une famille d'Américains moyens rencontrés sur le parcours. Elle écrit ceci: sur la route, installée dans le bus, direction l'Iowa. Photo avec une formidable famille rencontrée sur le parcours. Alors, elle n'a pas parlé à la presse, mais elle va faire part donc de sa campagne de l'intérieur. Oui, c'est le mode de communication qui semble être choisi ce soir. Elle va parcourir donc les États-Unis avec ce fameux road trip pour ses primaires et elle va en quelque sorte se poser un peu comme une journaliste citoyenne. C'est très à la mode et elle va faire son propre storytelling, raconter son histoire, raconter sa campagne, son quotidien dans cette campagne avec une sorte de spontanéité, une spontanéité qui est évidemment très calculée. Alors, cela a suscité beaucoup de réactions, on l'a dit, aux États-Unis, mais pas seulement. Et ça, c'est intéressant. En France, on a vu également plusieurs hommes politiques bien saluer tous, quels qu'ils soient, cette campagne. Absolument. Alors de nombreux responsables politiques ont pris leur dictionnaire et ont tweeté en anglais dans le texte pour féliciter et encourager Hillary Clinton. Le Premier ministre français Manuel Valls relaye, lui, la première vidéo de campagne qu'on a vue dans le sujet en souhaitant good luck, tout simplement, bonne chance à la candidate. À gauche toujours, et avec le lyrisme qu'on lui connaît, la garde des Sceaux, Christiane Taubira, cite le poète Langston Hughes et elle dit accrochez-vous à vos rêves. Et puis à droite, Nicolas Sarkozy, lui, joue l'ancien collègue en tweetant ceci: bonne chance, je sais à quel point votre passion pour les États-Unis est forte. Alors on peut parler d'un sans faute pour Presque, Clinton. on pourrait presque parler d'un sans faute. Tout serait parfait s'il n'y avait pas ce logo. Alors un logo que de nombreux internautes ont critiqué pour sa simplicité. Pour beaucoup, surtout, ce H fait penser à un autre logo qui indique l'hôpital. Oui. D'autres effectivement soupçonnent l'équipe de campagne de la démocrate d'avoir copié le logo de Wikileaks, ce qui est l'organisation qui publie régulièrement des câbles classés top secret, des câbles diplomatiques top secret. Mais finalement, la critique la plus justifiée, si on regarde ce logo, c'est que la flèche va vers la droite. Pas terrible pour une candidate démocrate. C'est vrai, c'est bien noté. Merci, on suit tout cela, évidemment, ça ne fait que commencer. Merci Rudy Saada. On va se retrouver dans un instant. On vous montrera des images étonnantes, celles de ces enfants palestiniens de Gaza qui se font soigner en Israël dans un hôpital du sud du pays. Ça se passe à Ashkelon. Et puis bien sûr, on reviendra sur la disparition du prix Nobel de littérature allemand, l'écrivain Günter Grass, qui laisse derrière lui évidemment une œuvre monumentale, mais aussi des polémiques qui font encore parler. La preuve, on en sera tout à l'heure les témoins directs. Restez avec nous, on revient juste après la pause. Jean-Marie Le Pen renonce à se présenter aux élections régionales en PACA. Il laisse la place à sa petite fille Marion Maréchal Le Pen, mais affirme qu'il reste présent au combat pour son parti. Moscou va reprendre ses ventes de missiles S-300 à l'Iran, ventes gelées en 2010 lors de l'embargo sur le nucléaire iranien. Israël s'inquiète ce soir de ce premier relâchement des sanctions internationales. La disparition de Günter Grass, prix Nobel de littérature âgé de 87 ans, l'écrivain allemand, auteur du Tambour, avait aussi été au centre de plusieurs polémiques. Des enfants palestiniens de Gaza soignés en Israël. Il est extrêmement rare que le Hamas laisse ses habitants quitter Gaza pour se rendre en Israël, même dans des situations sanitaires d'urgence, comme le montre l'exemple de ces 3 enfants soignés actuellement à Ashkelon, dans le sud. C'est un reportage de Mathias Inbar. Il y a des moments qui se passent de commentaires. Cette maman vit à Gaza, c'est la première fois qu'elle revoit son fils depuis 3 semaines, depuis son accident de la route. Le Hamas l'empêchait de se rendre en Israël pour lui rendre visite. Il est traité à l'hôpital Barzilai d'Ashkelon.
Je remercie Israël et sa médecine et je me tourne vers Mahmoud Abbas qui est à Ramallah. Nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de moyens pour nos enfants. Témoin des retrouvailles, le directeur de l'hôpital tient à parler aux parents de l'enfant. Il n'y a pour lui pas de frontières lorsque la santé d'une personne est en jeu. Il n'y a pas de frontières lorsqu'on parle de l'état de santé d'enfants comme lui, comme celle de ses parents. Peu importe qu'il soit un ami ou un ennemi. Je ne pense pas qu'ils soient mes ennemis, mais je ne suis pas naïf non plus. Je sais qu'il reste encore beaucoup de problèmes. Pas de frontières pour ce directeur, mais le Hamas, lui, a ses propres critères de sélection. J'ai supplié pendant 4 jours le Hamas et les docteurs de me laisser aller en Israël. Et puis le jeudi, ils m'ont enfin laissé partir, mais c'était trop tard. Ils m'ont tué mon petit-fils. Je dis ça suffit. Je le dis aux dirigeants du Hamas. Je le dis à Ismaël Haniyeh. Quelques centimètres nous séparent. Une seule barrière nous sépare. La guerre doit se terminer. Les missiles doivent cesser. Ça suffit, ça suffit. L'hôpital Barzilai a été la cible cet été de dizaines de missiles tirés depuis la bande de Gaza. Situation paradoxale s'il en est, le chef de ce service pédiatrique se rappelle d'avoir soigné récemment la fille dans des cadres des jeunes du Hamas. Je me souviens qu'un vendredi à midi, la fille d'un des cadres des jeunes du Hamas est arrivée ici dans un état critique. Nous l'avons immédiatement traitée. 30 minutes plus tard, le père ne croyait pas que sa fille avait survécu. Nous ne contrôlons jamais le passif de ceux qui doivent être soignés. Nous faisons de notre mieux pour nos patients. Cette jeune fille est elle aussi arrivée trop tard en Israël, bloquée par le Hamas après un accident de la route. Elle a finalement dû être amputée d'une jambe. Son oncle est présent 24 heures sur 24 à ses côtés. Il veut également lancer un message aux dirigeants israéliens. Demandez à vos dirigeants de nous traiter comme ces médecins le font. Ici, nous sommes bien traités. Ici, nous n'avons aucun problème. Un incident d'apparence anodine entre l'Iran et l'Arabie saoudite. L'Iran a décidé de suspendre aujourd'hui les pèlerinages vers la Mecque après des accusations d'agression sexuelle de pèlerins iraniens par des policiers saoudiens. Cela se passerait à l'aéroport de Jeddah. Et dans le contexte actuel de conflit au Yémen, cet incident pourrait exacerber les tensions existantes entre les deux pays. D'autant que les rumeurs d'une intervention militaire au sol de la coalition arabe se font de plus en plus pressantes et la situation humanitaire sur place reste préoccupante. Elsa Mouri. Entre raids aériens et combats de rue, Aden n'en finit plus de sombrer dans la violence. Les écoles, certains hôpitaux et la plupart des entreprises sont fermées. Des quartiers entiers sont vidés de leurs habitants. Ceux qui restent prennent des risques considérables pour trouver à manger alors que les quelques magasins restés ouverts sont parfois à moitié vides. Plusieurs produits de nécessité sont introuvables. Le même scénario se répète depuis 5 jours. Nous faisons la queue pour acheter du pain, comme vous pouvez le voir ici. Nous ne trouvons pas de légumes et d'autres produits. Les gens ne reçoivent pas leur salaire et les commerçants augmentent leurs prix. Une situation humanitaire dramatique d'après les ONG qui peinent à avoir accès aux populations civiles prises entre l'assaut de la milice chiite Houthi et les forces loyales au président Hadi soutenues par les frappes de la coalition arabe. L'ONU vient de dépêcher un émissaire spécial pour tenter de reprendre les négociations qui avaient été abandonnées il y a des semaines. On ne doit pas laisser la crise interne au Yémen se transformer en conflit régional. Nous avons besoin urgemment que l'escalade Houthi revienne à des négociations pacifiques. Je crois fermement que les négociations des Nations Unies restent la meilleure chance pour empêcher un conflit sans fin. Faible espoir au milieu des combats. Depuis Riyad, où il est exilé, le président yéménite Abdrabbo Mansour Hadi a nommé ce lundi Khaled Baha comme vice-président. Décrit comme un homme de consensus, il pourrait relancer ces négociations. Pas sûr pour autant que la milice Houthi accepte de négocier alors qu'elle a réussi en quelques semaines à asseoir son pouvoir sur des pans entiers du territoire. À l'instant, réaction des États-Unis à la décision de Moscou de lever l'interdiction de vente de missiles S-300 à l'Iran. Les Américains réaffirment leur opposition à ces ventes et elles estiment qu'elles ne serviront pas la cause de la paix. On va maintenant s'intéresser à l'actualité économique avec vous, Jonas Citruc. Bonsoir. Bonsoir. Cette actualité qui commence avec la levée du préavis de grève des contrôleurs aériens en France.
Oui, la grève des contrôleurs aériens avait commencé déjà la semaine dernière avec pour conséquence l'annulation de près d'un vol sur 2 pour les journées de jeudi et de vendredi. Le mouvement devait donc reprendre cette semaine de jeudi à samedi, mais le principal syndicat, les des aiguilleurs du ciel, a levé son préavis de grève. Une décision donc prise à la suite d'une réunion avec la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, un entretien qui leur a donc donné satisfaction. Je vous rappelle donc qu'ils protestaient contre leurs conditions de travail, notamment contre l'âge de départ à la retraite. Alors on va enchaîner avec cette étude concernant les enseignes de la grande distribution en France, bataille sévère qui les oppose et apparemment le consommateur en sort gagnant. Oui, que ce soit Carrefour, Leclerc, Auchan ou les autres, toutes ces enseignes de grande distribution ont un même objectif, conquérir le plus de consommateurs possible. Et pour y parvenir, elles ont une arme, les prix. Elles baissent leurs prix donc pour attirer toujours plus de clients. Et finalement, donc, le grand gagnant de cette histoire, eh bien, c'est le client lui-même. Selon une étude de l'IRI relayée par le quotidien Les Échos, en 2014, cette guerre des prix a fait gagner environ 1 milliard d'euros aux Français. On va le voir avec différents graphiques. Le premier, c'est un graphique donc, qui montre l'évolution donc, des prix, alors que les années précédentes, c'était une inflation des produits de consommation. On le voit donc plus 1,8% pour 2011, plus 2% pour 2012 et plus 0,2% pour 2013. Et bien en 2014, on est passé à une déflation, moins 1,3%. Mais dans le détail, on va le voir avec une seconde infographie, il y a pas mal de disparités. Il y a par exemple une chute des prix de près de 7% pour le pain de mie, 4,6% pour les shampoings, 4% pour le café en dosette et seulement 0,4% pour la viande et la charcuterie. Autre information intéressante que nous révèle cette étude, eh bien les Français ne se sont pas servis de ce surplus d'argent pour mettre de côté, pour épargner, mais pour consommer plus et surtout pour consommer mieux, la qualité d'abord. Allez, on va maintenant s'intéresser au dernier né des produits d'Apple, l'Apple Watch. On était assez sceptiques et il semble que les premiers chiffres de commandes signalent un succès. 1 million de montres précommandées. Oui, l'Apple Watch doit sortir le 24 avril prochain, mais depuis vendredi dernier, elle est disponible déjà donc, sur Internet en précommande. Et d'après les premières estimations qui ont été révélées ce lundi, eh bien, seulement 24 heures après le début de sa commercialisation, quelques 950 000 modèles ont été écoulés et uniquement aux États-Unis. En une journée, Apple a donc vendu plus de montres connectées que ses principaux concurrents. En un an, mis à part Samsung qui en 2014 en a vendu 1,2 million. Et sans surprise, c'est l'Apple Watch l'Apple Watch Sport qui a eu le plus de succès. 62% des consommateurs l'ont choisi. C'est pas très étonnant puisque c'est le modèle le moins cher qui coûte tout de même $349. Merci beaucoup, Johanna Citruc. Cette semaine, Israël se souviendra des 6 millions de victimes de la Shoah. Ce jour du souvenir est aussi l'occasion de se pencher sur le sort des rescapés de l'Holocauste. Quelques milliers d'entre eux, encore en vie, et qui font souvent face à une situation sociale particulièrement précaire, malgré les promesses du gouvernement israélien. Reportage Shahar Peled avec Julia Ganancia. C'est une urgence. Nous ajouterons 1 milliard de shekels, car ils sont en train de mourir. Un an après l'application d'un plan de crise nationale par le gouvernement israélien, un tiers des rescapés de la Shoah vivent toujours en dessous du seuil de pauvreté. Ils doivent patienter pendant des mois pour recevoir un soutien financier. Rien n'a changé, je n'ai reçu aucune aide. Pour autant que je sache, aucun survivant n'a reçu d'aide. Rien n'a été fait pour les cas particuliers, pour aider ceux qui ne remplissent pas les critères. Il y a de nombreux rescapés dont les revenus ne permettent pas de vivre dignement. D'après un rapport publié récemment par la Fondation pour le bien-être des rescapés de la Shoah, le plan gouvernemental n'a pas réussi à extraire de la pauvreté plusieurs dizaines de milliers de survivants. On dénote même une détérioration au cours de l'année passée. En effet, de plus en plus de rescapés peinent à acheter des médicaments ou de la nourriture. Sur 189 000 rescapés vivant en Israël, on compte 45 000 pauvres. 27% d'entre eux ont déclaré avoir renoncé au chauffage l'hiver dernier. Un tiers vivent seuls et ne bénéficient d'aucune assistance. Leur moyenne d'âge est de 83 ans. La nuit, je m'assois et je regarde la télévision. Je m'assois, je réfléchis et je pleure. C'est vrai, c'est tout ce que je fais. Je crois qu'en Israël, puisque nous savons que d'ici 5 ans, la moitié des rescapés ne seront plus parmi nous, il est temps d'agir et de mettre en place un programme d'aide pour ces gens.
Ce rapport comporte également un sondage effectué auprès de la population israélienne. Près de la moitié craignent un nouvel holocauste du peuple juif. Tous les ans, ce sont 14 000 survivants des horreurs nazies qui disparaissent. Pour les autres, la survie fait toujours partie du quotidien. Voilà, et notez que l'émission reportage juste après le Grand Direct sera consacrée justement à la situation de ces rescapés de la Shoah vivant en Israël. Décès aujourd'hui à l'âge de 87 ans de l'écrivain allemand Günter Grass, véritable monument de la littérature germanique. Il s'était aussi illustré par des prises de position souvent très polémiques. On va en reparler dans un instant. Joseph Emmanuel nous dresse son portrait. Un prix Nobel est mort ce lundi. C'est la littérature qui a emmené cet enfant de commerçant allemand au panthéon des plumes contemporaines allemandes. Le jeune Günter Grass est né dans la cité-État de Danzig, d'un père allemand et d'une mère Kachoub, un groupe apparenté aux Slaves de l'Ouest européen. C'est sur le tard que le grand public découvre son enrôlement dans les jeunesses hitlériennes, comme son engagement volontaire à 17 ans au sein d'une division de la Waffen-SS. Un premier point de discordance dans une vie hantée par les pages sombres de l'histoire allemande. Günter Grass s'était fait connaître à un peu plus de 30 ans avec son roman Le Tambour, paru en 1959. Premier volume de la trilogie de Danzig, que sont ensuite venus compléter Le Chat et la Souris, puis Les Années de Chien. Dans les 3 volumes, comme dans une grande partie de son œuvre, Grass revient sur les heures sombres du nazisme. Il explore la monstruosité de l'histoire et ce qu'il nommait la banalité du mal. La technique littéraire est complexe et toujours la même, enchevêtrement des temporalités, interpénétration des récits et des perspectives narratives. Se rencontrent dans ces histoires le merveilleux et le réalisme, le fantasme et le souvenir, ou le quotidien et l'hallucination. Ces romans lui valurent un succès planétaire pour le faire devenir l'un des rares classiques contemporains vivants, un monument de la littérature moderne qui refusait les moyens modernes d'écriture. Je me sens un peu comme un dinosaure, j'écris encore à la main. Puis je retranscris sur ma vieille machine à écrire Olivetti. Pas d'ordinateur dans mon processus d'écriture, je n'ai même pas de téléphone. Un certain refus de la simplicité pour écrire des livres réputés profus et difficiles, procédant par strates et par couches multiples. Proche de la pensée de James Joyce et de William Faulkner, Günter Grass juxtapose les formes d'art et d'écriture, articles, comptes rendus ou poèmes, et c'est sous la forme d'un poème que le prix Nobel allemand, habitué des prises de position radicales, crée la polémique en 2012. Il publie un plaidoyer pour l'Iran, dans lequel il accuse Israël, ni plus ni moins, de menacer la paix mondiale. Un texte intitulé « Ce qui doit être dit », des vers qui valurent à l'auteur d'être violemment accusé d'antisémitisme. Une énième polémique dans une vie longue et faite de longs combats. Le grand écrivain s'était déjà fait remarquer au lendemain des attentats du 11 septembre, après avoir déclaré que la réaction américaine orchestrait beaucoup de tapage pour 3000 blancs tués. Des controverses que ses admirateurs mettent sur le compte de la provocation, celle d'un homme dont le rôle était de sonder l'âme humaine, puis écrire. L'influence de Günter Grass sur la littérature mondiale reste quoi qu'il en soit considérable. L'écrivain est reconnu par ses pairs comme l'un des plus grands romanciers allemands du XXe siècle. Alors on va s'arrêter un instant évidemment sur la carrière de cet écrivain Günter Grass, des polémiques aussi, on va en parler. Bonsoir Valérie Abécassis. Bonsoir. Vous présentez le Culture Mag chaque jour sur i24 News. Je salue également Benny Ziffer, bonsoir. Vous êtes écrivain, journaliste et vous êtes responsable de la rubrique littéraire du grand quotidien israélien Haaretz. Valérie Abécassis, tout d'abord, c'est vrai que l'histoire finalement et la vie de Günter Grass se confond avec un siècle très tourmenté qu'il a vécu, celui de son pays, celui de l'Allemagne. Oui, parce que, si vous voulez, il a incarné, et c'est Der Spiegel, le journal allemand, qui le disait, il a incarné la renaissance de la littérature allemande post-guerre, une littérature faite de contrition, de remords. Et c'est vrai que lorsqu'il a publié son autobiographie, La pelure d'oignon, dans laquelle non seulement il révèle qu'il s'est engagé dans les jeunesses hitlériennes, ce qui était un peu l'eau de toute la jeunesse, mais qu'il s'était engagé dans les Waffen-SS, ça a été une espèce de choc. Et ça a appuyé encore plus sur cette plaie qu'il avait essayé de cicatriser et qui, dans le fond, ne s'était pas refermée. Et donc, Günter Grass a, tout au long de sa vie, écrit des livres majeurs. Le plus connu, bien évidemment, c'est Le Tambour, qui a été adapté au cinéma, qui est devenu Palme d'Or, qui est devenu de Volker Schlöndorff. Et à travers cette littérature-là, cette littérature donc, du remords, c'est l'histoire de Oscar qui ne veut pas grandir. Il incarnait, bien évidemment, cette littérature allemande qui se devait
de renaître, de donner un nouveau souffle. Et c'est vrai qu'à part lui, il y a Barbara Honigmann, ou il y a un autre auteur, Heinrich Böll, qui sont des auteurs allemands publiés aujourd'hui, mais dans le fond, c'est le seul. Et c'est vrai que sa disparition aujourd'hui laisse un grand trou dans la littérature allemande. Benny, je pense que vous allez nous le dire. C'est quelqu'un qui a pris des positions. C'est vrai que cette histoire qui a influencé la littérature mondiale. C'est lui qui est en fait le noyau de la renaissance de la littérature latino-américaine. Il ne faut pas l'oublier. C'est lui qui est l'inspiration de Garcia Marquez. C'est lui qui a inventé la littérature fantastique, ce réalisme fantastique. Et donc, mais bien sûr, en tant que personnage, tout d'abord. Il y a les deux côtés qui ressortent. Pardon, je vous coupe, Benny, mais il a révélé son engagement en 2006, c'est-à-dire bien longtemps après avoir écrit ses livres majeurs. C'est toute là l'ambiguïté, le trouble de l'écrivain. Le trouble existe dans son écriture, dans sa vie. Et d'ailleurs, je ne sais pas si cette révélation qu'il a faite n'avait pas à voir à faire avec la grande guerre qu'il tenait avec le grand critique allemand, juif allemand, Marcel Reich-Ranitzky, qui a en direct à la télé a pris son bouquin, un de ses bouquins qui n'a pas très réussi, et l'a déchiré en public. Donc ce qu'il a dit après, qu'il avait effectivement adhéré au Waffen-SS. Oui, cette fête, il se sentait déjà en perte de gloire vers la fin de ses jours, et donc je crois que cela explique sa radicalisation politique, puisqu'il était très, disons, pro-israélien. Il a visité beaucoup Israël plusieurs fois. Et petit à petit, je crois qu'il s'est radicalisé d'une manière qui est étrange dans le contexte allemand. Il n'est pas étrange dans un contexte, disons, français, puisque la gauche française n'est pas très... C'est comme s'il était libéré des remords de l'Allemagne. C'est-à-dire qu'il pouvait finalement critiquer Israël. Il disait, j'en ai marre de tout ce politically correctness allemand, et je veux dire une fois pour toutes ce que je pense. Il faut expliquer ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il a publié un poème, 9 strophes, poème très long, sur doit être dit. Le danger que représente Israël, finalement, face à l'Iran, et pas l'inverse, comme on le reçoit. C'est ça. Oui, et il avait publié ce texte dans la presse allemande, et dans 2 autres journaux, dont le El País. Et alors, ce qui est drôle, mais enfin, c'est vous qui allez nous le dire, c'est que le gouvernement israélien, à l'époque, avait jugé ce texte affligeant et avait déclaré Günter Grass persona grata en Israël. Et depuis, il n'a plus... Oui, il n'a plus... mais il a pu ici, bien sûr, d'ailleurs, avec l'âge aussi, il ne voyage pas beaucoup, mais c'était vraiment une rupture totale avec Israël. Et d'ailleurs, il y a un mois, à la foire du livre de Leipzig, où il disait qu'il fallait changer le gouvernement de Netanyahou. Et donc il avait toujours cette responsabilité. Il se sentait en quelque sorte responsable. Il incarnait la mémoire allemande. Responsable au sort d'Israël. D'un côté, il y avait ces crise, disons, de haine ou d'anti-israélianisme. Oui, mais d'autre part aussi une responsabilité, une sorte il se voyait le père, en quelque sorte. Alors juste, est-ce qu'il symbolise justement ce problème qu'ont eu les Allemands finalement, et cette espèce de schizophrénie qui s'est emparée sans doute d'eux depuis la guerre, c'est-à-dire à la fois cette responsabilité puis cette volonté d'aller de l'avant, de ne pas assumer aussi ce qui s'était passé. Il ne faut pas oublier qu'il venait, Günter Grass appartenait à une partie de la littérature allemande qui ne s'était pas réfugiée, c'est-à-dire il y avait à l'époque où lui il a débuté, il y avait Thomas Mann, il y avait les grands exilés, et lui donc cette renaissance de la littérature allemande avait aussi une part de nationalisme, puisqu'il niait tout ce qu'ont fait les gens qui se sont exilés, les écrivains qui se sont exilés. Donc
Il y a dans Günter Grass, il y a aussi le nationalisme dès le début, une sorte comment dire, un amour de la patrie allemande, donc, et du fait une critique comme quoi les gens qui se sont exilés, les écrivains qui se sont exilés de l'époque nazie ne devaient pas peut-être le faire et combattre en Allemagne même. Il voulait se sentir propre, je crois, entier et propre. Il a eu le prix Nobel en 99 et par 2 fois, les autorités du prix Nobel ont décidé de le défendre, c'est-à-dire, bon, bien évidemment, après ses révélations dans Pelure d'oignon et après ce fameux texte, ce fameux poème qu'il a publié contre l'arme nucléaire israélienne. Et par 2 fois, les autorités du Nobel ont dit: il a eu ce prix, il ne rendra pas l'argent, il ne rendra pas son titre, ils l'ont défendu. Et autre petit détail de l'histoire, pour un prix Nobel, l'annonce de sa mort a été faite sur Twitter par son éditeur allemand, et 140 signes, je trouve, pour un prix Nobel, je trouve que ça réduit beaucoup la littérature. Bon, il reste les livres, de toute façon, pour ceux qui veulent évidemment découvrir cet écrivain immense, donc Günter Grass, 87 ans, disparu aujourd'hui. Merci à Benny Ziffer, je rappelle donc que vous dirigez la rubrique littéraire du quotidien Haaretz. Merci Valérie Abécassis, on vous retrouve chaque jour évidemment sur i24 News. Après plusieurs échecs retentissants, Paris veut retenter sa chance pour l'organisation des Jeux Olympiques d'été. Le Conseil municipal de Paris a voté ce matin pour le dépôt d'une nouvelle candidature qui doit encore être officialisée auprès du CIO d'ici septembre. Lise Barenbaum. Paris pourrait bien recevoir les Jeux Olympiques d'été 2024. La candidature de la capitale française a été approuvée à une très large majorité par le Conseil de Paris. Je suis très heureuse, nous venons de voter très majoritairement le vœu qui engage Paris dans la course olympique. C'est un joli moment, c'est un beau moment. Cette date va être importante. Malgré les réticences des écologistes, pour la maire Anne Hidalgo, il s'agit de consolider sa vision du Grand Paris à travers ce projet. Derrière les Jeux Olympiques, il faut voir des milliers de logements construits, l'amélioration du réseau de transport en commun, l'accélération de la transition écologique. Les groupes de majorité socialiste et d'opposition UMP ont joué l'union sacrée autour du projet. Une candidature modeste qui ne devrait pas mettre en danger les finances parisiennes. Contrairement à Londres, qui avait dépensé 11 milliards d'euros, 2 fois plus que l'estimation initiale en 2012, Paris table sur 4,5 milliards avec une aide de 1,8 milliard de la part du Comité international olympique. Le but de Paris, c'est bien de s'appuyer au maximum sur les infrastructures existantes comme le Stade de France, Roland-Garros, le Parc des Princes ou encore le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. On a de beaux équipements prêts à recevoir l'élite du sport mondial. On a des atouts, à nous de les promouvoir, de les faire valoir, et puis tout en respectant la qualité de ceux qui seront aussi candidats. Anne Hidalgo, soucieuse de faire des économies, compte éviter les éléphants blancs, ces équipements surdimensionnés sans utilité après les Jeux. Et malheureusement, on a quelques exemples, je ne donnerai pas les noms des villes, chacun les connaît, dans lesquelles cette course au toujours plus a laissé des éléphants blancs et des situations d'endettement dans des villes qui ne sont pas acceptables, qui ne sont plus acceptables. Après les candidatures vaines de 1992, 2008 et 2012, Paris ne désespère pas d'accueillir les Olympiades. La capitale française aura à affronter Rome, Berlin et Boston, déjà dans la course. Alors on est en ligne justement avec Jean-François Martin qui est adjoint chargé des sports à la ville de Paris. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Comment se décide finalement cette candidature? On sait qu'il y avait beaucoup d'opposition, y compris au sein de la majorité municipale, pour se lancer dans un tel projet parce que ça coûte cher. Qu'est-ce qui vous décide finalement d'y aller? Depuis le début, on a, nous, une passion, une sensibilité d'amateurs de sport. C'est toujours évidemment une chance unique pour une ville de recevoir les Jeux Olympiques, en particulier une ville comme Paris, qui a une vocation qui est celle d'accueillir le monde. Grands événements sportifs, grands événements professionnels, sommet de la mode, galerie d'art. Paris a la vocation d'accueillir le monde. Donc le cœur disait oui depuis déjà plusieurs mois. Mais il fallait que la tête puisse dire oui aussi, c'est-à-dire que rationnellement, avec des éléments extrêmement concrets, on puisse être serein et garant de pouvoir emmener cette passion sans mettre en danger
notamment les finances de la ville. Et là, il faut reconnaître que le mouvement sportif a fait un excellent travail pour proposer un projet olympique qui nous permet, en réutilisant les équipements existants, vous l'avez dit, de faire une candidature sobre budgétairement, qui ne coûte pas excessivement aux finances de la ville et qui laisse un héritage pour le territoire parisien. Alors il se dit que Anne Hidalgo n'est pas favorable à consulter les Parisiens par référendum sur cette candidature. Pourquoi ? Non, alors le référendum direct à Paris, il est juridiquement extrêmement complexe et il est exclu d'un point de vue formel parce qu'il faudrait des conditions qu'elle ne peut pas réunir une question sur les Jeux Olympiques. Cependant, la volonté de la maire, c'est évidemment de bénéficier de l'intelligence et de la créativité des Parisiens pour pas seulement leur poser la question oui ou non, qui est presque réducteur, c'est pas tirer le meilleur de l'intelligence des Parisiens, mais plutôt de leur dire comment, qu'est-ce que vous voulez comme Jeux Olympiques, quel message vous voulez que Paris porte au monde, qu'est-ce que vous voulez voir être l'héritage que laisserait une candidature olympique après 2024. Et sur ces questions-là, on va faire des réunions publiques, des réunions de concertation, on va évidemment mettre en place tous les outils Internet de notre temps pour consulter les Parisiens. Une dernière question, rapidement, Jean-François Martin, mais est-ce que par exemple le dossier de Roland-Garros qui est bloqué depuis des années par des procédures et tout cela, va se débloquer justement grâce à cette candidature ? La réponse est oui. Bon, elle est très rapide et je m'en contenterai. Merci Jean-François Martin. Vraiment, évidemment, ça fait partie des garanties qu'on a prises avant d'y aller. Donc oui, aujourd'hui, on y va aussi parce qu'on est serein sur des grandes opérations d'aménagement dont les Jeux Olympiques dépendraient. Eh bien merci beaucoup, bonne chance à vous. Jean-François Martin, je rappelle donc que vous êtes adjoint au sport de la ville de Paris, qui va donc déposer une candidature officielle d'ici septembre auprès du CIO, mais le vote a eu lieu ce matin en conseil municipal donc pour cette candidature pour les JO d'été de 2024. On va se retrouver dans un instant, on évoquera notamment cette situation ubuesque qui fait beaucoup parler et qui pose question au sein de la communauté médicale. Il s'agit de cette femme de 65 ans en Allemagne qui est enceinte de quadruplé, grossesse évidemment non naturelle, mais qui pose beaucoup de questions scientifiques, éthiques également. On sera avec un invité pour vous en parler. Puis l'image people du jour aussi, on vous la montrera. La venue d'un couple star à Jérusalem. Aujourd'hui, le couple Kardashian-Kanye West. A tout de suite, après la pause. Jean-Marie Le Pen renonce à se présenter aux élections régionales en PACA. Il laisse la place à sa petite fille Marion Maréchal Le Pen, mais affirme qu'il reste présent au combat pour son parti. L'Iran se félicite ce soir de la décision de Moscou qui accepte de reprendre ses ventes de missiles S-300 à Téhéran. Ces ventes avaient été gelées en 2010 lors de l'embargo sur le nucléaire iranien. Et Israël s'inquiète avec les États-Unis ce soir de ce premier relâchement des sanctions internationales. La disparition de Günter Grass, prix Nobel de littérature, âgé de 87 ans, l'écrivain allemand auteur du Tambour, avait aussi été au centre de plusieurs polémiques. Pas une semaine aux États-Unis sans une nouvelle bavure policière. Une vidéo diffusée hier soir montre encore une fois un policier blanc abattre un suspect noir en train de s'enfuir lors d'une opération d'arrestation. Et ce, au moment où le débat sur l'impunité des policiers fautifs bat son plein outre-Atlantique. Maël Benoliel. Mike Brown à Ferguson, Eric Garner à New York, Walter Scott à North Charleston et aujourd'hui Eric Harris à Tulsa. Les jours passent et se ressemblent aux États-Unis après une énième bavure policière. Le 2 avril dernier, Eric Harris succombe à un tir mortel d'un officier de police de réserve, Robert Bates. La scène, filmée par la police de l'Oklahoma, montre l'interpellation d'Eric Harris après avoir été pris en flagrant délit, tentant de vendre une arme à des policiers sous couverture. Non armé, l'homme parvient à prendre la fuite, s'engage alors une course-poursuite. Alors qu'un policier parvient à rattraper le suspect, Robert Bates, 73 ans, annonce qu'il va faire usage de son taser, mais sort alors son arme de service. Le coup part et atteint Eric Harris dans le dos. Le suspect blessé est violemment maintenu au sol par 3 policiers quand il se plaint de ne plus arriver à respirer.
Cette bavure policière entre un membre des forces de l'ordre blanc et un suspect noir est pourtant passée inaperçue avant la publication de cette vidéo ce dimanche. En attendant la suite de l'enquête, le policier bénévole a été suspendu. Cette nouvelle bévue de la police américaine intervient dans un contexte tendu. Il y a quelques jours seulement, une autre vidéo, filmée cette fois par un amateur, était publiée. Dans cette dernière, un policier abattait un suspect noir, Walter Scott, de 8 balles dans le dos. Une affaire qui là aussi aurait pu tomber dans l'oubli sans la publication de la vidéo. Un scénario qui semble donc se répéter ces derniers temps aux États-Unis. Alors on est en ligne avec Charlotte Recoquillon qui est docteure en géopolitique, spécialiste des États-Unis et des communautés noires aux États-Unis. Bonsoir. D'abord, cette situation qui semble se répéter, c'est comme une espèce de fatalité. Comment vous analysez justement ce phénomène quasiment là depuis ininterrompu, parce que c'est pas quelque chose de nouveau? Non, voilà, c'est ce qu'il faut absolument avoir en tête, c'est que on n'est pas face à un phénomène qui est ni nouveau ni rare d'ailleurs. C'est extrêmement fréquent et depuis très longtemps. Il y a d'ailleurs eu des affaires assez médiatiques de brutalité policière. Par exemple, l'affaire Rodney King en 1992, dont on se souvient bien. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fréquent. Et ce qui est nouveau là, c'est qu'il y a une attention médiatique. Mais le phénomène, lui, il n'est pas du tout nouveau. Ouais. Alors il y a cette étude universitaire, Charlotte Recoquillon, qui a été dévoilée hier et qui montre que la plupart des policiers fautifs sont blancs et la plupart des victimes sont des noirs dans les, on va dire, les milliers de cas qui sont répertoriés depuis maintenant une dizaine d'années. Ça veut dire que là aussi, on a à chaque fois ce scénario qui se répète. Absolument. L'hypothèse principale quand même des travaux qui sont menés par différents chercheurs sur ces sujets-là, c'est qu'en fait, ces brutalités policières sont la manifestation d'un racisme institutionnel et systémique de la société américaine qui est en fait très profond. Il y a plusieurs éléments. D'une part, la figure du délinquant, du criminel, c'est le jeune noir ou l'homme noir d'ailleurs d'une façon générale, un peu de tous âges. Ça se traduit aussi par d'autres phénomènes qu'on connaît bien, qu'on connaît depuis longtemps, qui sont l'incarcération de masse des Noirs américains. Ils sont quand même très 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 nombreux à être en prison. Une autre conséquence de ça, c'est la privation de droits civiques et notamment du droit de vote. Donc on est quand même face à un problème de démocratie qui est très profond. Et ça se traduit aussi par des drames avec la mort très très souvent de personnes qui sont suspectées d'être dangereuses alors même qu'elles ne le sont absolument pas. Dernière question, je rappelle d'abord qu'il y a eu seulement 21 condamnations depuis 2005 de policiers dans des affaires. Il y a des milliers de victimes qui sont répertoriées. Ça veut dire quoi? Que la justice américaine non plus ne prend pas conscience de ce phénomène? En fait, même quand elle en prend conscience, il y a une difficulté institutionnelle qui est très forte. D'une part, c'est les policiers eux-mêmes qui sont chargés d'enquêter sur les meurtres, sur les affaires. Donc la police ne peut pas être sa propre police. Il faut absolument qu'il y ait des tierces parties. Par ailleurs, les gens qui travaillent du côté des procureurs, des tribunaux, des parties civiles, etc., ces gens-là travaillent au quotidien avec les policiers, puisque tous les juges ont besoin des témoignages des policiers dans leurs affaires, dans les affaires qu'ils mènent. Les procureurs ont besoin, travaillent main dans la main avec les policiers tous les jours. Du coup, mettre en cause un policier, ça veut dire potentiellement mettre en cause toutes les autres affaires sur lesquelles on travaille et qui sont peut-être des cas légitimes, etc. Donc, du coup, il y a structurellement un conflit d'intérêts, en fait, très fort qui empêche que les policiers soient véritablement poursuivis à la hauteur de leurs actes. Et par ailleurs, ils sont rarement condamnés à des peines aussi lourdes que celles qu'ils devraient, en théorie, recevoir. Merci beaucoup pour ces explications, Charlotte Recoquillon. Je rappelle donc que vous êtes docteur en géopolitique, spécialiste de la société américaine. Une polémique à présent dans la communauté médicale, après l'annonce en Allemagne du cas de grossesse multiple d'une femme de 65 ans. Elle est déjà mère de plusieurs enfants et cette grossesse est évidemment non naturelle. Léa Volbert.
Les médecins sont unanimes, c'est une folie médicale. Une femme allemande de 65 ans s'apprête à donner naissance à des quadruplés. Annegret Honig a déjà 13 enfants et 7 petits-enfants. Les médecins du monde entier dénoncent d'une même voix une absurdité ou encore une faute professionnelle. Après 50 ans, le risque de mortalité pour les quadruplés est 200 fois plus élevé. Pas suffisant pour faire entendre raison à Annegret Honig qui argue qu'elle a voulu faire plaisir à sa fille de 9 ans qui désirait un petit frère ou une petite sœur. Pour satisfaire cette demande, elle a donc suivi un traitement hormonal à l'étranger et reçu de multiples inséminations artificielles depuis 1 an et demi. La grossesse est suivie par plusieurs médecins et se déroule jusqu'ici sans complications majeures, mais les professionnels redoutent une naissance prématurée qui pourrait être fatale. Si en Allemagne, la presse et les réseaux sociaux se passionnent pour le sujet, la grande majorité des internautes restent perplexes, choqués, voire révoltés par cette décision. Les plus jeunes enfants d'Annegret Honig entreront à l'école quand leur mère aura 71 ans. Alors avec nous, invité donc dans ce studio, le docteur Yehuda Jaoui. Bonsoir. Vous êtes gynécologue accoucheur. Vous aviez publié il y a de cela quelques années, 85, un livre qui déjà parlait de ce problème-là. Ça s'appelle La rage de donner la vie, publié aux éditions Ancre. Roland Dajou, c'est votre nom. Voilà, vous avez changé de nom. J'ai repris mon nom hébraïque en Israël. Mais c'est bien vous donc qui avez écrit ce livre. Ça veut dire que c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais aujourd'hui, la science permet à ce point donc d'être enceinte comme cela tout le temps. Absolument. Vous savez qu'il y a une grande injustice. L'homme peut procréer jusqu'à un âge avancé et la femme a une fertilité qui est limitée. Or, la médecine a permis de redonner cette fertilité à la femme à l'aide évidemment de la médecine, de dons d'ovocytes, de stimulation, enfin d'un traitement. En tout cas, la médecine apporte ce progrès de permettre la vie au-delà de la ménopause. Donc il ne faut pas s'offusquer finalement de voir cette femme de 65 ans qui a déjà énormément d'enfants simplement parce que sa petite fille voulait un petit frère. Je crois qu'il faut savoir qu'un certain nombre de femmes se sentent parfaitement en harmonie avec elles en état de grossesse. Et alors qu'il y a des femmes qui ne supportent pas cette période pourtant limitée, il y a des femmes qui se sentent femmes, heureuses en étant enceintes. Et je crois que... j'ai entendu un certain nombre de professeurs en France qui disaient que c'était inacceptable. Je crois qu'on ne doit pas se permettre de donner le droit de donner la vie à une femme. Cette femme a voulu, de sa propre volonté, donner naissance et la médecine peut l'aider. Donc je crois qu'en tant que médecin, personnellement, je ne vois pas où est la gravité de la situation. Bien entendu, en tant que médecin responsable, il faut vérifier que son état de santé est suffisant et pour pouvoir supporter une nouvelle grossesse. C'est évident que les risques sont plus importants, mais ils ne sont pas incompatibles avec la grossesse. Et d'ailleurs, cette femme en est la preuve. Elle a des quadruplés et c'est le triomphe de la femme qui veut donner la vie et de la médecine qui permet de donner la vie. Bon, et si on pense aux enfants maintenant, est-ce qu'il est raisonnable qu'à 65 ans, eh bien, cette mère qui aura 71 ans quand ils iront à l'école, est-ce que ça c'est conforme au cycle d'éducation, on va dire Écoutez, je crois que donner la vie, quand on est parent, jeune ou moins jeune, on ne sait pas quel est notre avenir personnel quand on donne la vie. Et par conséquent, le plus important, quelle est la question qui est la plus importante? C'est l'avenir de cet enfant. Cet enfant, il y a malheureusement des enfants qui sont orphelins avec des parents jeunes. Et donc là, je fais que ce qui est le plus important, c'est qu'un enfant, là dans le cas particulier, 4 enfants vont naître. Et vous savez que la Bible hébraïque nous apprend que du temps de la servitude d'Égypte, les femmes avaient une fertilité extrêmement importante, puisqu'elles avaient 5, 6, 8, 9 enfants. Eh bien voilà, la médecine nous permet de revivre une histoire dans l'avenir. Avec donc un risque quand même, que cette grossesse n'aille pas... Toute grossesse comporte un risque. C'est d'où l'intérêt d'avoir un médecin qui suivra la grossesse. Mais est-ce qu'on a le droit, en tant qu'homme, de dire non, cette femme n'a pas le droit d'avoir une grossesse? C'est exagéré. Je dirais même mieux. Les médecins s'intéressent à la fin de vie, à provoquer quelquefois une euthanasie. L'avortement, c'est l'interruption de la vie. Moi, personnellement, je me place du côté de ceux qui permettent la vie
et non pas l'écourter ou la supprimer. Dernière question, quand on regarde finalement aujourd'hui les progrès de la science, il y a des limites qui sont repoussées, il y a des choses qu'on doit s'interdire ou pas, selon vous, en matière justement de grossesse aujourd'hui ou pas? Vous savez, la science évolue en permanence et il y a aussi des contre-pouvoirs. Ce qui est important, c'est l'éthique du médecin, pas l'éthique de la société. Car la société, il y a qu'à voir toutes les atrocités qui se passent dans le monde devant nous, alors que là, il s'agit de permettre la venue d'enfants qui vont poursuivre la vie et notre génération. Merci beaucoup, docteur Yehuda Adjaoui. Donc je rappelle ce livre que vous aviez écrit, La rage de donner la vie, qui est consacré justement à ceux qui cherchent à tout prix à être enceintes, qui cèdent pour cela des progrès de la science. Merci d'être venu en parler dans ce studio. On va terminer avec quelque chose de beaucoup plus léger. C'est un peu l'image people du jour en Israël, la venue très médiatique du couple américain Kim Kardashian, Kanye West à Jérusalem. Ils sont venus baptiser leur fille dans la cathédrale arménienne de Jérusalem et ils ne sont évidemment pas passés inaperçus. Joseph Emmanuel. C'est au complet que la famille Kardashian est arrivée en Terre Sainte. Kanye West, le mari de Kim, pour les rares qui ne les connaissent pas encore, est aussi du voyage. Un voyage pour baptiser leur fille. Une cérémonie qui aura lieu dans l'enceinte de la cathédrale arménienne pour le plus grand bonheur de l'archevêque. Un baptême va avoir lieu. La fille de Kim Kardashian va être baptisée et devenir officiellement chrétienne et membre de l'église arménienne. Je suis heureux qu'elle ait fait les gros titres à propos du génocide arménien pendant sa visite en Arménie et j'espère qu'elle en fera de même ici. L'histoire et la mémoire se mêlent donc à cet événement People. Les deux superstars ont atterri directement d'Arménie où le rappeur a donné un concert. Kim en a profité pour emmener sa petite famille ainsi que sa sœur Chloé découvrir le pays de leurs ancêtres. Et à Jérusalem, la famille Star avait prévu de séjourner à l'hôtel Waldorf Astoria, mais les plans ont changé en dernière minute dans un voyage où le temps est compté. Le traditionnel passage par le mur des lamentations reste au programme, ainsi qu'une visite express à la mer Morte où ils tourneront des séquences d'une émission de télé-réalité. Pas de perte de temps donc chez les Kardashian, l'une des familles comptant le plus grand nombre de fans au monde. Voilà, et justement, origine arménienne de Kim Kardashian. Ce sera également le thème de notre invité dans un instant, puisqu'il s'agira de la représentante du comité arménien en Israël, mais pour parler cette fois du génocide arménien, après les propos du pape qui ont fait sensation hier. Le pape qui, pour la première fois, a évoqué le génocide arménien. Eh bien, il y a aussi en Israël un comité arménien qui se bat pour la reconnaissance internationale de ce génocide, mais également pour sa reconnaissance par le gouvernement israélien, qui, pendant longtemps, ne l'a pas reconnu en raison des liens diplomatiques existants avec la Turquie. Mais depuis quelques années, eh bien, la Turquie n'est plus un allié proche d'Israël. Et donc, ce comité veut essayer de faire reconnaître ce génocide. Georgette Avakian sera avec nous dans un instant. À tout de suite.